J'écoutais ce matin, je crois que c'était sur Sud Radio, un débat sur la francophonie et sur la faillite annoncée du français qui va, d'ici une trentaine d'années, devenir la quatrième langue parlée du fait qu'elle sera dépassée par l'espagnol dans le monde. J'ai écouté les arguments des animateurs, j'ai écouté les arguments de ceux qui ont appelé en ligne, je ne sais pas si on dit comme ça, et je me suis aperçu de deux manques, de deux dérives, si on peut dire, de deux absences. D'une part, mais c'était complètement squeezé, c'était complètement, c'est le cas de le dire, j'emploie un mot qui n'est pas du tout français, justement. D'abord, on ne tient pas, on ne dit pas, on ne parle pas de la langue de manière correcte. La langue, ce sont les mots. Alors, cette division, j'entendais un des intervenants, je crois même que c'était un linguiste, qui disait, alors il y a les langues latines, et dans ces langues latines, visiblement, il n'incluait pas l'anglais. Parce qu'on lui avait appris à l'école, désolé, que l'anglais faisait partie des langues germaniques. Or, ce cloisonnement, ce clivage, est totalement irrecevable dès lors qu'on appréhende le problème selon certains critères qui ne sont peut-être pas ceux que l'on avait autrefois, pour telle et telle raison. Alors, quand on commence à dire que l'anglais n'est pas une langue latine, on est mal parti, hein, très mal parti. Donc, il y a un problème de représentation, de frontières, et effectivement, la notion, j'appelle la notion impériale, est une notion qui abolit ou relativise les frontières nationales, et notamment les frontières linguistiques. L'anglais est absolument incapable aujourd'hui de se passer du français. Le français est indispensable pour l'anglais. Je m'amuse actuellement, quand je vais voir des films américains, de compter ou de cliquer dans ma tête chaque fois que tel et tel comédien emploie un mot français. Et je peux vous assurer que le cliquetage, il est permanent. Hein. Il n'y a pas une phrase, en quelque sorte, où il n'y a pas un mot français, sinon plus. Alors, il faudrait quand même voir les choses clairement. Alors, quand on fait des prédictions sur l'avenir du français, on oublie simplement une chose, c'est la révolution épistémologique. C'est-à-dire la révolution de nos représentations. Selon des anciennes représentations, on peut dire ceci. Mais si l'on modifie les représentations et les critères, on en arrive à de toute autre conclusion. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est très délicat aussi, et qui est là également fonction de l'idée que l'on se fait de ce que c'est qu'une langue, parce que dans les deux cas, c'est bien ça dont il s'agit. Une fausse idée ou une idée obsolète de ce que c'est qu'une langue. Une langue, ce sont des mots. On accepte que ces mots puissent avoir des significations différentes, notamment dans le champ de la francophonie, ou même qu'ils puissent servir à des constructions grammaticales quelque peu différentes, sans parler de la prononciation qui peut être différente. Mais on ne sait pas très bien, à un moment donné, il y a un seuil qui fait que non, ah non, l'anglais, c'est pas du français, parce que quoi? Parce que, parce que quoi? Parce qu'il y a une histoire différente? Bon, on ne sait pas très bien. Bon. Alors, je reviens sur cette question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer une langue comme un outil? Et considérer une langue comme un outil, ça veut dire précisément qu'elle n'est pas limitée à un pays donné. Un outil, une voiture, elle peut être française, elle peut circuler au Japon, et inversement. Surtout inversement d'ailleurs. Et si c'est un outil, est-ce que cet outil peut être amélioré
réformer, réparer, corriger, ou pas. Et là aussi, il y a une espèce de blocage, et puis, parce que on a appris qu'une langue, il ne fallait pas y toucher, et que la langue, de toute façon, il ne fallait pas intervenir, il ne fallait pas la planifier, il ne fallait pas la contrôler. Le peuple décide, la pratique décide. Comme autrefois, on n'acceptait pas les politiques d'urbanisme. On disait que chacun pouvait faire ce qu'il voulait. On va au XXIe siècle dans une toute autre direction, à savoir qu'on va vouloir des langues de plus en plus performantes, de plus en plus ergonomiques, et donc qui devront être perfectionnées, et qui sont donc perfectibles. Ça voudra dire que les usagers de ces langues, comme quand ils utilisent un ordinateur, un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone, eh bien, ils vont devoir s'adapter. Pourquoi est-ce que la langue ne pourrait pas être considérée également comme un appareil, comme un outil qui peut s'améliorer, qui peut être perfectionné? Alors certains diront, oui, mais comment pouvez-vous, ça veut dire quoi, améliorer la langue? Ah oui, bon. Mais non. Une langue, on voit bien quand on apprend la grammaire, c'est une structure. Bon. Elle est plus ou moins systématique, elle est plus ou moins cohérente, mais on l'aperçoit quand même. Bon. Donc il y a des restes, il y a des indices de structure, au minimum. Bon. Parfois, ces structures s'estompent, ne sont plus perceptibles. Donc dans ce cas-là, on pourrait devoir les corriger, les réformer. On n'est pas là dans la question de la réforme de l'orthographe ici, c'est pas le débat. On a un débat beaucoup plus en profondeur, qui est un débat de fond sur, par exemple, le fait, je donnais récemment l'exemple de l'hébreu moderne, où on mélange, à la troisième personne, on utilise un certain mode de fonctionnement, et à la deuxième personne du singulier, un deuxième mode de fonctionnement. On emploie le A à la deuxième personne du singulier pour s'adresser à un homme. Mais en même temps, on emploie le A pour marquer le féminin en hébreu, au niveau des adjectifs. Ça ne tient pas debout. Donc même une langue comme l'hébreu, qui d'ailleurs qui a connu une renaissance, qui a été donc réformée, n'a pas été dans les bonnes conditions. N'a pas été parce qu'il y avait des blocages épistémologiques. On ne pouvait pas dire certaines choses, on ne pouvait pas corriger certaines choses, on n'osait pas passer par-dessus la tête d'un certain nombre de générations. Il n'y avait pas de légitimité, pour revenir à une précédente vidéo, à réformer la langue en profondeur, à la rétablir dans sa cohérence profonde, comme on pourrait le faire pour un appareil. En quelque sorte, moi je suis pour des ingénieurs en linguistique, des architectes en linguistique, qui sont capables de restructurer la langue, de la redesigner, de la reformuler, de lui redonner la forme qu'elle devait avoir eue à l'origine. Et on dira, oui, mais on n'a pas les traces de... Mais si, on a les traces de... On a les traces... Les langues que nous parlons, ce sont déjà des traces. Donc ces traces peuvent être retravaillées, repensées, et permettre de passer de la carte au territoire, de retrouver ce qui a été réellement. Et ça, c'est la combinatoire entre synchronie et diachronie. Le structuralisme peut contribuer à explorer un passé qui ne nous aurait pas laissé de traces de l'époque, mais qui nous a laissé forcément des traces puisque ça nous est parvenu. Donc à partir de ce qui nous est parvenu, on a déjà cette image du passé, de toute façon. Donc c'est un faux débat. Bon, j'aurais pu téléphoner sur la ligne qu'ils avaient donnée, mais je n'ai pas voulu le faire. Ça aurait été amusant de voir les réactions sur ces deux sujets. Je crois que les gens auraient été totalement estomaqués. Ils auraient dit, mais on ne s'attendait pas du tout à ce genre de propos. Remettre en question le découpage géographique des langues, les unes par rapport aux autres. 2, remettre en question la possibilité, le fait qu'on soit obligé d'accepter un certain état de langue, un certain statu quo de la langue, parce qu'on ne peut pas
passer un certain seuil de temps, parce qu'au-delà, on ne sait plus, là, c'est totalement des paysans. Alors là, les gens n'y comprennent plus rien. Bon. Et c'est justement dans cette direction qu'il faut considérer le statut de la recherche linguistique au XXIe siècle.